Bonjour et bienvenue à tous dans Économie, le MAG. Au sommaire de cette édition, le conflit gazier qui oppose la Russie et l'Ukraine. Les négociations de mardi à Bruxelles n'ont pas abouti, même si des progrès importants ont été accomplis. Mais les livraisons ne reprendront pas tant que Kiev n'aura pas réglé sa dette à Moscou, une dette estimée à plus de 4 milliards de dollars. Et en seconde partie d'émission, on s'intéressera au Rwanda qui tente de devenir le Singapour de l'Afrique. Grâce au plan Vision 2020, le visage de Kigali se transforme. Des immeubles et des maisons sortent de terre par centaines. Un boom immobilier qu'on tentera de décrypter avec notre spécialiste de l'Afrique, Thierry Barbeau. Mais avant d'aborder ces deux dossiers, je vous propose de passer en revue l'actualité économique internationale. Et on commence avec la réunion à Pékin des ministres des Finances de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Une rencontre qui intervient au lendemain de l'annonce d'un ralentissement de la croissance chinoise qui a atteint son plus bas niveau depuis 2009. Mais le vice-premier ministre Zhang Gaoli a rassuré ses partenaires sur l'économie de son pays tout en appelant à une coopération régionale et mondiale plus approfondie. Écoutez-le. La coopération économique Asie-Pacifique doit effectivement assumer l'importante mission de promouvoir le développement régional et mondial. Elle doit encourager la formulation d'un nouveau modèle d'ouverture et de développement qui propose la coordination d'une politique de croissance coordonnée et l'intégration d'intérêts communs. Nouveau signe de ralentissement au Japon. Le déficit commercial a battu un nouveau record. En septembre, il s'est creusé de 17,3% à plus de 1000 milliards 70 millions de yens, ce qui représente environ 10 milliards de dollars. C'est le 27e mois consécutif dans le rouge pour la troisième puissance mondiale. Une dégradation principalement due aux achats d'hydrocarbures, mais aussi au repli de la monnaie japonaise face au dollar. Deux facteurs qui ont fait augmenter les importations plus rapidement que les exportations. 1,7 milliard d'euros, c'est le montant colossal de la fraude fiscale découverte en Italie. Mardi, la police financière a annoncé avoir démantelé un groupe d'entreprises soupçonnées d'en être à l'origine. Le système mis en place en 2001 consistait à établir de fausses factures émises par des sociétés intermédiaires qui sous-traitaient des tâches telles que la sécurité ou le nettoyage. L'argent a été ensuite encaissé sur des comptes bancaires de sociétés écrans créées uniquement pour cela. Une fois les sommes prélevées en espèces et placées à Saint-Martin ou au Luxembourg, ces compagnies se déclaraient en faillite et d'autres étaient constituées. Alors que les hommages rendus à Christophe de Margerie se poursuivent, le conseil d'administration de Total s'est réuni ce mercredi. Une rencontre pour déterminer qui reprendra les rênes du groupe pétrolier. Et ce n'est pas une personne, mais deux qui ont été nommés. Patrick Pouyanné sera le directeur général. Il dirigeait jusque-là la branche raffinage chimie de Total. Et c'est Thierry Desmarais qui sera le président de l'entreprise. En France, toujours, l'Assemblée a adopté la partie recettes du budget de l'État pour 2015, mais le score est serré. 266 votes pour, 245 contre et 56 abstentions. Parmi ces derniers, de plus en plus de frondeurs, des membres du Parti socialiste qui contestent la politique économique du gouvernement et notamment les 21 milliards d'euros d'économies prévues alors que la France est menacée par un risque de déflation. Écoutez. Voilà, il y a des voix dans la société, dans le pays, à l'Assemblée, de plus en plus nombreuses qui demandent un changement de cap. Et il faut que le gouvernement maintenant l'entende. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour que le Premier ministre écoute ce besoin de changement sur la politique économique, sur les choix budgétaires, en conformité avec ce que nous sommes, dans un moment de crise où le chômage grandit, où la précarité s'installe. L'Ukraine et la Russie n'ont pas réussi à régler le conflit gazier qui les oppose, mais les négociations de mardi à Bruxelles ont tout de même permis de faire quelques progrès. Cependant, les livraisons suspendues depuis fin juin ne reprendront que lorsque Kiev aura réglé sa dette à Moscou, une dette de plus de 4 milliards de dollars. Les détails en images avec Anthony Lesme. Pas d'accord, mais un espoir. Les délégations russes et ukrainiennes ne sont pas parvenues à s'entendre hier à Bruxelles, mais doivent se revoir la semaine prochaine. Alors que l'hiver approche, l'Ukraine n'a toujours pas accès au gaz russe, dont elle dépend à 60%.
Moscou demande le règlement des impayés, une avance pour les prochaines livraisons de novembre et décembre, soit un montant de 3,1 milliards de dollars. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un travail un peu plus approfondi dans la recherche de financement afin d'atteindre ces 3,1 milliards. Une partie est déjà fournie par le FMI. D'autres sources pourraient être utilisées pour couvrir et remplir l'écart de trésorerie de Naftogaz, la compagnie ukrainienne. Par exemple, sous forme de prêts à des banques de première catégorie, ou alors obtenir des garanties d'autres institutions financières, comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement, ou bien une avance de la Commission européenne. Signe positif, les deux ministres russes et ukrainiens ont toutefois indiqué qu'il y avait un accord sur le prix à 385 $ les 1000 mètres cubes jusqu'en mars. L'Ukraine espère elle aussi des garanties. Le prix doit rester stable jusqu'en mars de l'année prochaine. Il doit être indépendant de toute autre décision, par exemple les décisions de la part du gouvernement russe. L'Europe, dont un tiers de l'approvisionnement en gaz vient de Russie, pourrait une nouvelle fois venir au secours de l'Ukraine. Kiev a en effet demandé à la Commission européenne un prêt additionnel de 2 milliards d'euros. On la surnomme souvent la capitale vitrine du Rwanda. Il s'agit de Kigali. Aujourd'hui, la ville est un vaste chantier. Les immeubles et les maisons sortent de terre pour atteindre les objectifs de son plan ambitieux Vision 2020, transformer le Rwanda en un pays à revenus intermédiaires, en Singapour de l'Afrique. On en parlera avec Thierry Barbeau, notre spécialiste de l'Afrique, dans un instant. Mais avant ça, je vous propose ce reportage. Regardez. Dans le centre-ville de Kigali, la ronde des grues est continuelle. En 2010, la capitale du pays des 1000 collines a adopté un plan des plus ambitieux et se rêve en Singapour de l'Afrique. Objectif, absorber le doublement de la population d'ici à 2020 et surtout rendre la ville plus attractive pour les investisseurs. Notre vision 2020, c'est d'avoir un développement économique qui est guidé avec le leader, le secteur privé. On voit que la demande est là, elle est vraiment forte. Et ce n'est qu'aux investisseurs de profiter de ces opportunités. Dans ce qui doit devenir le centre financier de la capitale, les propriétaires et les petits commerçants sont priés de gagner de la hauteur ou de partir. Une nouvelle, parfois difficile à avaler. Ça va nous coûter cher. Justement, nous allons perdre nos clients. Parce qu'il y a 7 ans ici, mes clients me connaissent ici. Ça va me demander de les informer où je vais aller. Si des projets financés jusqu'à présent sur des fonds publics et proches du gouvernement sont déjà sortis de terre, d'autres ont pris des années de retard, à l'image de ce centre de conférence. Certains terrains à construire restent désespérément vides. Le Rwanda aurait-il rêvé trop grand ? Ça reste ambitieux parce que si on regarde ce qui est planifié, les bâtiments en hauteur, ça évolue aussi avec la mentalité de la population. Est-ce qu'on peut vivre en hauteur? Est-ce qu'on peut travailler en hauteur? Est-ce qu'il y aura une population qui va croître pour occuper tous ces bâtiments? Et le tout dépendra de l'évolution économique. Après une moyenne à plus de 8% sur les 10 dernières années, la croissance du PIB a marqué le pas en 2013 à 4,6%. Même si les prévisions pour 2014 sont de 6,5%, les investisseurs extérieurs ne se pressent pas. Certains observateurs pointent même un risque de création de bulles immobilières si la capitale continue de se développer à marche forcée. Mais les autorités démentent et rassurent, comme Rome, Singapour ne s'est pas fait en un jour. Voilà, alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Thierry Barbeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le rédacteur en chef du site internet infoafrique.com. Premièrement, on l'a vu dans le reportage, Kigali se développe à vitesse grand V pour absorber la population grandissante, mais aussi pour attirer les investisseurs. Est-ce qu'on peut réellement craindre une bulle immobilière ? Alors, je pense que bien sûr, il y a toujours une possibilité de risque d'une bulle immobilière. Je pense que ça sera quand même dans quelques années, parce qu'une des spécificités de ce développement de l'urbanisme à Kigali, c'est déjà le fait que c'est un petit un pays qui est bien structuré, avec de bonnes infrastructures au niveau électrique, au niveau de l'eau, et que les travaux qui sont gérés pour construire ce
master plan, ce Singapour de l'Afrique à Kigali, sont quand même très bien gérés, beaucoup mieux que dans de nombreux pays d'Afrique. Ce sont aujourd'hui des buildings qu'on crée, et effectivement, comme vous le citiez dans le reportage, des buildings, ça fonctionne si on a des ascenseurs, et donc si on a de l'électricité. Et aujourd'hui, Kigali fait partie des villes où il y a le moins de délestage, donc de coupure de courant. Donc je pense que c'est jouable. Alors, en 20 ans, le PIB par habitant a été multiplié par 5. Ces dernières années, le taux de pauvreté a baissé d'environ 25%. Mais est-ce que le Rwanda peut devenir, comme il le souhaite, un pays à revenu intermédiaire d'ici 2020 ? Quels sont en fait ses atouts et les handicaps qu'il doit surmonter pour atteindre cet objectif ? Alors, je pense que les atouts, ils sont déjà en place. On a des infrastructures, comme je l'évoquais, qui sont réellement beaucoup plus développées que les pays limitrophes. C'est très important. On a aujourd'hui l'éducation qui est extrêmement mise en avant au Rwanda. On a 96% de taux de scolarisation. C'est le meilleur chiffre de l'Afrique, d'un continent tout entier. On a aussi des infrastructures routières qui sont parfaitement organisées, qui sont au même niveau que les routes en Europe. Donc on a vraiment tous les ingrédients pour une réussite. Maintenant, quelle croissance, à quelle vitesse, ça, il va vraiment falloir l'étudier. Il y a aussi un point qui est vraiment capital, c'est la sécurité. Le Rwanda est classé comme un des pays les plus sûrs d'Afrique. Donc ça rassure les investisseurs et c'est là aussi vraiment un effet de levier très important. Alors justement, vous parliez des pays limitrophes. Est-ce que le Rwanda, qui est finalement considéré comme le moteur de l'Afrique, pourrait entraîner ses voisins dans son sillage pour qu'ils puissent rattraper leur retard ? On pense notamment au Burundi. Alors, il y a justement, je suis allé au Rwanda et aussi au Burundi et aussi en RDC. Il faut savoir qu'il y a vraiment un énorme décalage avec les pays limitrophes. La partie qui touche donc le lac Kivu au niveau de la RDC, par exemple, avec la ville de Goma, est située à 2000 km de la capitale Kinshasa. Donc, est très difficile d'accès. Il y a un énorme décalage, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de rebelles. C'est une région qui n'est pas sécurisée. Donc forcément, le Rwanda va attirer les investisseurs et va avoir une impulsion positive avec ses voisins, mais il y a encore un grand décalage, particulièrement avec le Burundi aussi, qui est un pays donc beaucoup plus francophone, où j'estime le décalage de développement à entre 10 et 15 ans. Le réseau routier n'est pas développé. Par exemple, le haut débit est disponible avec la fibre partout dans le Rwanda, même dans les petites villes. Ce n'est pas le cas à la capitale, Bujumbura, au Burundi. Donc il y a vraiment un grand décalage, mais ça va quand même faire effet boule de neige avec les pays limitrophes, en tout cas un minimum. Alors on va maintenant passer à un tout autre sujet, toujours avec vous Thierry Barbeau. On va se rendre un petit peu plus à l'ouest de l'Afrique pour parler à présent d'Ebola. Le virus a déjà provoqué la mort de plus de 4500 personnes dans le monde, mais les pays les plus touchés sont la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Quel est l'impact économique de l'épidémie sur ces pays ? Alors, l'impact est extrêmement important aujourd'hui parce que déjà, entre le début de l'épidémie et maintenant, il n'y a pas de solution directe. On est capable de traiter les patients, mais on n'est pas capable de les vacciner contre le virus. Il y a effectivement des risques économiques avec des chutes du produit intérieur brut, bien sûr, qui seraient d'abord, il a été précisé qu'il pourrait être de 1 point. Aujourd'hui, on parle de 2 points. On est sur des pays qui se développent énormément, qui sont autour de 16% de croissance annuelle, donc il y a encore de la marge pour qu'il y ait vraiment un gros risque de déstabilisation. Par contre, il y a une inquiétude qui est populaire, il y a aussi une inquiétude politique, il y a des émeutes, il y a eu encore 2 morts aujourd'hui au Sierra Leone, c'est extrêmement déstabilisant pour le pays, et puis avec les fermetures des frontières et la récolte du cacao qui va avoir lieu là, donc à cet automne, avec une augmentation des cours de 15% prévue par exemple par Moody Investor. Donc effectivement, il y a un risque. Alors pour aider ces pays d'Afrique de l'Ouest, la communauté internationale se mobilise en essayant de leur apporter un soutien matériel mais aussi financier. Écoutez. Nous avons déjà l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres avec plus de 500 millions d'euros pour la lutte contre le virus Ebola et nous reconnaissons la nécessité d'un effort accru en étroite coopération avec les Nations Unies. Vous avez vu donc ces réactions de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que cette aide va être nécessaire ?
Alors, je pense que toute aide est forcément nécessaire. Effectivement, là, on parle de sommes énormes. Je crois que le Fonds monétaire parle d'1 milliard d'euros pour vraiment rétablir la situation, en tout cas trouver des solutions fiables sur le terrain. Mais l'argent n'est pas tout. On a besoin d'infrastructures, on a besoin de personnes sur le terrain, on a besoin d'interventions et l'argent ne suffit pas. Donc il va falloir mobiliser énormément de monde, énormément d'infrastructures sur place. Et là, c'est très compliqué, c'est très long à mettre en place. Donc là, on a un décalage entre les fonds alloués et la mise en place d'une solution directement sur le terrain. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour ces explications. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'infoafrique.com qui consacre d'ailleurs actuellement sa une au traitement des déchets électroniques au Cameroun, le seul en Afrique centrale. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à retrouver toutes nos émissions précédentes sur notre site internet www.i24news.tv. Rubrique replay, prochain numéro d'Économie le Mag demain à la même heure. En attendant, l'information continue sur i24 News.